Bonjour à tous, ravi d'être là, je crois, pour la troisième année consécutive. Je vois qu'il y a une certaine dynamique, une très belle dynamique dans ce master, donc bravo, et j'espère que vous en tirerez quelque chose pour votre carrière de manière générale et puis de ce petit exposé en particulier. Donc c'est la présentation, c'est un cas concret. Désolé, les slides sont en anglais, mais je vais bien sûr faire l'exposé en français. C'est un cas concret de ville. Donc, on n'est pas à l'échelle du bâtiment, on vient de parler, on n'est pas vraiment à l'échelle du quartier, mais quand même, on est à l'échelle plus urbanistique, urbaine, donc l'échelle de la ville, une échelle qui n'est pas simple. Parce qu'une ville, par définition, c'est complexe, c'est multi-acteurs. Le conférencier précédent parlait des enjeux politiques. Une ville, en général, il y a un maire à la tête. Et en fait, cette ville-là, elle est unique parce qu'il n'y a pas un maire à la tête. Il y a un chef d'entreprise. Donc, on est dans un cadre qui est très spécifique. On est en Australie. Bon, rapidement sur Tractebel, c'est une société qui fait partie du groupe Engie. C'est une société de conseil et d'ingénierie de 6000 personnes. Le siège est en Belgique. Et dans les métiers de la ville, du bâtiment, de l'infrastructure que je dirige, j'en ai 2000 personnes basées dans une dizaine de pays dans le monde. Voilà, donc le projet Springfield, il est en Australie. L'Australie, c'est entre guillemets à bout du monde. On est à proximité de Brisbane, qui est une métropole de 1,2 million d'habitants. Donc, on est quand même dans une taille assez importante, mais ça reste des tailles modestes à l'échelle mondiale. Et on est plus précisément dans une petite ville en cours de construction qui s'appelle Springfield et qui a pour objectif d'être une ville satellite de Brisbane. Brisbane est un aéroport international, un grand port. Donc, on est dans une ville nouvelle à proximité de cette métropole de taille intermédiaire à l'échelle mondiale. Alors, la ville aujourd'hui ressemble à ça. Et je vais m'y attarder un petit peu à la fois sur l'image et sur les chiffres. Ça me permettra ensuite de rentrer plus dans le détail dans cette notion de ville durable et en lien avec votre master. Donc, quand on regarde la photo, on voit du bâti existant. On voit à la fois du logement individuel, collectif, on voit du tertiaire, on voit des centres commerciaux, on voit des activités de loisirs, on voit des chantiers, je pense notamment ici, ici et ici, donc on voit la couleur, et puis ça, on voit de la forêt. En fait, et c'est pour ça, pour moi c'est intéressant, c'est aussi un paradoxe, c'est qu'on est en train de faire une ville nouvelle à proximité de Brisbane qui se veut exemplaire au niveau écologique, environnemental, énergétique, mais en fait, on est en train de raser de la forêt pour le faire. Mais c'est pas nouveau, puisqu'on a toujours rasé de la forêt pour construire et on continue de le faire partout dans le monde. Mais c'est quand même peut-être un paradoxe de cette notion de ville nouvelle exemplaire en rasant de la forêt. Surtout qu'il n'y a pas de construction de bois sur ce projet. Après, comme tout projet de construction de ville, on voit qu'on commence par les réseaux. Donc ici, je vais revenir, mais il y a du gaz, il y a des réseaux froids, bien sûr de l'électricité. Et toute la question, en fait, c'est notre rôle d'accompagner le maître d'ouvrage dans cette réflexion-là, c'est de comment éco-concevoir ce projet de ville nouvelle. C'est-à-dire notamment en termes énergétiques, qu'est-ce que ça veut dire de tendre vers l'autoconsommation? Qu'est-ce que ça veut dire d'avoir un bilan carbone le moins impactant possible? C'est-à-dire qu'on essaye de réutiliser les matériaux, d'utiliser les matériaux présents localement, à l'exception du bois, d'avoir autant de production que de consommation d'énergie, de ne pas en exporter, mais de ne pas en importer, et donc de travailler sur une notion de cycle court, de circuit court, qui fait partie non seulement des thématiques de ville durable, mais également, j'imagine que vous y reviendrez, d'économie circulaire, comme on le dit parfois. Oui, oui. Alors, en termes de chiffres, c'est 15 milliards, on est sur des dollars australiens. On parle de 2,6 millions de mètres carrés, donc ça commence à faire. On parle d'une ville qui aujourd'hui a 40 000 habitants et qui projette d'en avoir 115 000. Donc on est à la fois grand et petit, hein. C'est même plus grand que la capitale, à Canberra.
On prévoit 52 000 emplois d'ici 2030 le bassin démographique autour est 350 000 habitants, donc banlieue de Brisbane. Alors, qu'est-ce qu'on a fait concrètement? Là, je prends une casquette plus Engie que Tractebel. Le groupe Engie, en 2018, je vais signer ça, hein, on a signé une convention de 50 ans. Et on ne l'a pas signé avec un maire, on l'a signé avec un propriétaire foncier. Parce qu'en fait, tout le foncier appartient à un monsieur qui est d'origine indienne, qui a fui l'Inde pour essayer de gagner de l'argent et qui est devenu milliardaire en commençant par faire chauffeur taxi. C'est intéressant, à l'échelle d'une vie, on peut devenir milliardaire quand on n'a rien. Il a acheté des forêts et puis maintenant, il développe une ville. Alors, j'ai eu la chance de le rencontrer, maintenant il a 85 ans, c'est un visionnaire. Et le concept de sa ville, comme il le dit, c'est assez intéressant parce qu'il est profondément écologique. Sinon, il ne ferait pas ça comme ça. Il est surtout très humain. Et en fait, il essaye de construire une ville autour de lieux de vie, sans mauvais jeu de mots, et surtout de vie au sens du cycle de la vie. C'est-à-dire plein d'écoles. Qu'est-ce qu'on fait des anciens? Et presque d'aller jusqu'à une notion d'économie circulaire du cycle de l'homme, en fait, de la naissance vers la mort. Donc, on est très proche des thématiques de la ville du quart d'heure, hein, si vous connaissez ce genre de concept. C'est-à-dire que l'un des objectifs, c'est de tout faire à pied. Et là, on revient vers des logiques de ville durable, c'est-à-dire d'essayer d'avoir moins de mobilité possible au sens mobilité carbonée. Donc, est-ce que c'est possible une ville sans voiture? Puis après, s'il y a des voitures, quel type de carburant? Et je vais y revenir. Donc, on est vraiment dans un cas, encore une fois, qui est très unique. Hein. Je ne dis pas du tout qu'on peut faire ça ailleurs. J'imagine mal un maire en France dire, OK, Dominique Arnaud rachète mes forêts dans le Limousin et puis tu construis ta ville. Ce qui est aussi important en Australie, c'est qu'on laisse faire ça. C'est-à-dire qu'en termes de démocratie, c'est aussi peut-être intéressant à réfléchir, parce que derrière, il y a quand même des permis de construire, on n'est pas dans un non-domaine juridique. Mais le maître d'ouvrage, c'est un privé, puisqu'il a fait l'acquisition de foncier, et ensuite, il a eu des autorisations de concevoir, de construire, etc., etc. Et donc, ce monsieur, avec sa fille, maintenant, qui est en train de devenir la CEO de cette ville, donc ils ont eu aussi l'ouverture d'esprit de créer un partenariat avec une entreprise privée, qui de surcroît n'est pas australienne, puisqu'elle est française. Pourquoi Engie? Parce que acteur de multi-énergétique et avec une vraie conviction bas carbone. Donc, on a créé une alliance de 50 ans. 50 ans, pourquoi? Parce qu'elle fait du temps. Et peut-être un message au passage, c'est que moi, je trouve, par rapport à l'exposé précédent, ce qui est très difficile aujourd'hui, en tout cas en France et plus globalement en Europe, c'est la dictature du court terme. Et pourquoi la Chine, elle a réussi? Parce qu'ils réfléchissent à 50 ans, à 100 ans. Pourquoi la France a réussi après la Deuxième Guerre mondiale? Parce qu'on réfléchit à 50 ans. Aujourd'hui, on réfléchit à quoi? On ne sait même pas. Hein. À 1 an, à 6 mois, à 5 ans, une élection. Et comment concevoir quelque chose de durable si entre guillemets, on n'a pas le cerveau qui est en lien avec la durabilité, c'est-à-dire l'avenir, le futur, et pas le court terme. Donc, on a créé cette alliance. L'apport d'Engie, c'est sur la sécurité de l'approvisionnement énergétique, donc tout ce qui est électricité verte, l'hydrogène, d'avoir une notion de mix énergétique, c'est-à-dire de ne pas opposer les énergies, mais travailler sur un ensemble énergétique à différentes échelles géographiques. En l'occurrence, ici, on est sur une ville de taille intermédiaire. Hein. De travailler en clé en main, comme on dit. Donc, à la fois, il y a des infrastructures, des tuyaux. Il faut bien créer de l'énergie pour la distribuer. Il y a des services d'exploitation, de facturation, d'optimisation. Il y a bien sûr une conception urbaine. Il y a la notion du digital. Ça, je fais un aparté. À l'époque, on ne parlait pas de digital vert. Puisque, pareil, vous n'en avez pas parlé juste avant, mais de plus en plus, le digital, en fait, on se rend compte qu'il est peut-être antinomique avec la notion de vie durable. Et on dit en même temps que pour être vert, il faut être digitalisé parce qu'il faut monitorer pour moins consommer, par exemple, pour savoir ce qu'on consomme, pour savoir où sont les fuites, pour savoir quand on consomme trop, pour alerter, pour faire du conseil. Mais aujourd'hui, le digital, il est exponentiel. La consommation aujourd'hui des data centers dans le monde, c'est à peu près celle des voitures, je crois, en termes d'émissions de CO2. C'est énorme, 4%.
Et ça monte, et on ne sait pas jusqu'où ça va monter. Et les acteurs qui développent le digital n'ont pas forcément une grande conscience environnementale, même s'ils le disent, mais ils disent tous qu'ils sont carbone neutre, mais on ne sait pas le mesurer, on ne sait pas comment. Voilà. Donc, et puis, on avait développé un centre de recherche pour Engie. Alors, en 20 ans, donc on est en 2018, 2038, ça avance petit à petit, on doit être net zéro énergie. Alors, comment concrètement, et là, maintenant, je suis Engie, je suis tractable dans Engie, toutes mes équipes sont allées là-bas, et on fait cet outil qu'on appelle le 360 CT Scan, c'est-à-dire un exercice d'études locales, presque, on va dire de sociologie urbaine, de comprendre cette ville, de comprendre cette réalité intrinsèque d'un territoire. Encore une fois, on est en France, en Europe, on est en Australie, on n'est pas à Sydney, à Melbourne, on est à Brisbane. Et en fait, on n'est pas à Brisbane, on est à 40 km de Brisbane. C'est une culture complètement différente. Bien sûr, la langue est différente, le droit de l'urbanisme est différent, le droit de l'énergie est différent, la filière de la construction est différente, la filière de l'énergie est différente, tout est différent. Et donc, bon, cette méthodologie autour de 6 axes, la circularité, l'inclusion, l'attractivité, etc., c'est une méthodologie qu'on a créée il y a quelques années. Et le résultat, c'est en fonction de différentes interviews. De mémoire, il y avait à peu près 40 stakeholders qui ont été interviewés, y compris les professeurs d'école, le chef de la police, des utilisateurs de la ville. Et ce qu'on voit sur chacun des différents axes, des sous-axes, quand c'est en couleur, ça veut dire qu'il y a quelque chose, et quand c'est un vide, c'est qu'il n'y a rien, si je veux être schématique. Et donc, la question ensuite, en tant qu'ingénieur consultant, c'est d'accompagner le maître d'ouvrage, mais l'ensemble des parties prenantes, encore une fois, le public, le privé, les utilisateurs, les jeunes, les moins jeunes, etc., à travailler sur les manques, et notamment les manques qui sont en lien avec la feuille de route d'être net zéro en 2038, et plus globalement d'essayer, parmi de nombreux autres cas dans le monde, d'être un tant soit peu exemplaire. Mais plus on creuse en fait ce genre de sujet, plus on se rend compte de la difficulté d'être exemplaire et puis de toute l'humilité qu'il faut avoir. Dès qu'on croit avoir répondu à une question, en fait, on en découvre une autre. Et puis on se rend compte que les solutions, souvent elles existent en fait, technologiques. Des gens intelligents, il y en a partout dans le monde. Et la question, c'est la gouvernance. Et bah, ici, ça va plus vite que en fait, si c'était un maire élu, puisque en fait, ça lui appartient, il décide tout seul, plus efficace en fait. Mais voilà, pas d'autres questions. Donc, on a travaillé ensuite sur un bouquet de solutions. On essaye de budgéter, à la fois en CAPEX et en OPEX, si on veut implémenter un certain nombre de solutions. Quand les technologies, je crois, tout le monde le dit dans le monde, pas un problème la technologie. La question, c'est l'implémentation, le financement, l'utilisation, la gouvernance. Donc, on travaille sur la solarisation maximale, c'est-à-dire d'essayer de mettre des panneaux solaires partout, au sol, quand il y a de la place, et notamment sur les endroits qui aujourd'hui sont dédiés au stationnement, c'est-à-dire d'essayer de faire en sorte que n'importe quel parking soit producteur de l'énergie, surtout si demain on veut mettre des voitures électriques. Mais pareil sur des bâtiments et des logements. Tout ce qui est donc recharge de véhicules électriques, la notion de bâtiment énergie positive. Et ce qu'ils nous demandent en ce moment, c'est de réfléchir avec les architectes à créer un espèce de symbole qui pourrait être un peu le symbole en Australie d'un bâtiment énergie positive. Donc, je ne sais pas, on va voir avec quels architectes, mais essayer d'avoir des choses un peu iconiques. De travailler sur District Cooling System, DCS, c'est-à-dire la dimension refroidissement. Bon, il fait chaud en Australie. Je crois qu'on est tous convaincus que les vertus d'un réseau de froid, on va dire urbain, de quartier, par opposition au ensemble de climatisation individuelle. Plus on en a des pays chauds, plus il faut lutter contre la clim individuelle. Parce qu'en fait, la clim individuelle, elle climatise d'un côté, mais elle renvoie du chaud de l'autre. Et donc, ça crée des îlots de chaleur urbains. Donc, il y a un cycle négatif. Après, comment on crée le froid? C'est notre métier, d'avoir un froid aussi qui soit créé peut-être centralisé, mais aussi vertueux. De travailler sur du alternative housing,
de l'éclairage intérieur et extérieur en LED, parce que pareil, de technologie, ça devient quelque chose d'acquis partout dans le monde. De travailler sur la mutualisation des parkings, le car sharing, le bike sharing, et plus globalement la mobilité as a service. Donc un investissement, un bouquet de solutions. Comme vous le voyez en termes technologiques, rien n'est comment dirais-je, rien n'est nouveau en fait. Encore une fois, les technologies existent. Et toute la question, et on y travaille tous les jours, c'est comment on priorise, par où on commence, et puis qui est prêt à prendre un engagement de financement en mode concessif, ce qui favorise le fait qu'on soit avec un maître d'ouvrage privé. C'est-à-dire que est-ce qu'un NG ou une autre entreprise va dire, OK, moi, je prends à ma charge la conception, le financement, l'installation et l'exploitation des réseaux forêts urbains, de la mobilité électrique, des panneaux photovoltaïques, etc., etc. Donc après, bon, comme tout bon consultant, on fait des beaux slides avec différents scénarios, beaucoup de workshops. Toute la question, c'est le maire CEO, il est convaincu par définition, mais comment convaincre, encore une fois, les différents acteurs du territoire. Ensuite, donc ça, je vais faire un slide rapide sur les différentes solutions pour la mobilité. Je n'ai pas beaucoup de temps, mais rien de bien nouveau. Sur les bâtiments, je crois que vous auriez les slides, hein, mais de travailler sur différentes technologies. Un sujet important qu'on avait découvert là-bas, c'est la notion d'isolation. Vous savez pas ce que ça veut dire. Des passoires, en fait, énergétiques. C'est très pauvre hein, en termes de. C'est des gens plutôt riches, mais ça n'existe pas la notion d'isolation. Voilà. Donc en fait, ici, on a des problèmes de chauffage. Là-bas, c'est des problèmes de froid. Mais ça n'existe pas. Donc, travailler sur essayer de leur expliquer qu'est-ce que ça peut être les différentes technologies d'isolation. La question, après, c'est quand on veut construire du nouveau, ben, c'est assez facile de faire un cahier des charges, et puis ensuite, quelqu'un va implémenter quelque chose de plus vertueux. Mais qu'est-ce qu'on fait de tout le patrimoine existant? On a déjà 40 000 habitants. Et puis demain, il ne faut pas créer des nouveaux quartiers, entre guillemets, mieux, avec un peu pour les riches. Et puis, les bâtiments qui existent depuis 20 ans, qui vont être déclassés, qui vont perdre leur valeur immobilière. Donc, d'un point de vue sociétal, c'est aussi très important de ne pas ghettoiser dans cette petite ville, parce qu'on aura des technologies plus vertueuses d'un côté et puis moins vertueuses de l'autre. Et tout ça, c'est ce que j'appelle la gouvernance. Peut-être pas le bon mot, mais mon expérience depuis quelques années là, dans ce milieu-là, c'est que le plus compliqué, c'est à faire parler les gens entre eux. D'aller faire décider entre eux, c'est pas la technologie. C'est pas le contrat. On trouvera toujours un contrat public, un marché public, une délégation de service public, un marché de partenariat, une concession d'aménagement et toutes les variantes qui existent dans chacun des pays. La question, c'est comment, ensemble, on crée un projet de territoire qui va être vivable, au sens réaliste, attractif, vivable, et puis qu'on va y aller, quoi. On ne va pas que réfléchir. C'est aussi la limite, je crois, de beaucoup d'exercices dans le monde. On parlait avec Karen tout à l'heure de Jakarta. J'ai participé à des séminaires là-bas pour la ville nouvelle de Jakarta. C'est passionnant, on va concevoir une nouvelle ville et tout. Mais aujourd'hui, on fait que des slides. C'est le boulot de McKinsey, etc. C'est des millions. Hein. Je crois 4 millions, le premier contrat de McKinsey hein, pour faire des propres schémas de directeur. Hein. Mais est-ce qu'un jour on va y aller? Vraiment, je ne suis pas sûr. Hein. On aura dépensé des millions pour faire des slides, ça c'est clair. Donc l'énergie, bon, ça c'est notre cœur de métier, c'est de l'énergie verte. Qu'est-ce que ça veut dire en électricité verte, en gaz vert, le froid, le chaud, l'éclairage? La dimension de district cooling est très importante. Alors, un de nos sujets en ce moment, c'est la mobilité hydrogène. Parce que comme on a de la place, nonobstant qu'on rase de la forêt, on peut massifier du renouvelable, on peut mettre des tonnes de panneaux solaires, créer de l'hydrogène vert. L'hydrogène vert, on peut soit le stocker pour envoyer quelque part, soit on peut l'utiliser. On peut l'utiliser pour les voitures ou pour les bus. Donc ça, c'est un sujet qu'on est en train de réfléchir, c'est des petites piles à combustible avec un hydrogène produit à base d'électricité verte, donc un hydrogène dit vert, pour essayer non seulement de le produire localement, mais de l'utiliser localement. Et c'est très rare aujourd'hui les projets d'hydrogène vert, déjà dans le monde, mais surtout ceux qui sont des hydrogènes verts et locaux.
Voilà. Ensuite, on a travaillé sur les indicateurs pour mesurer la future implémentation au regard de la promesse initiale. Et là, c'est compliqué. La notion d'indicateur est très compliquée. Il n'y a pas ou peu de référentiels collectifs, d'indicateurs de développement urbain. Enfin, ce qui se passe UN Habitat, il y a différentes normes, mais c'est pas si simple. C'est un peu comme le bilan carbone dont on parlait juste avant. Et puis, je vais conclure là-dessus pour aussi avoir du temps pour des échanges. C'est quelques leçons, lesson learned. Donc, je vais lire en fait assez bêtement. C'est petit 1, c'est passionnant. Travailler sur un projet comme ça, c'est attractif. Mes équipes sont contentes, notre client est content. On est à la fois dans une vision assez stratégique, mais très technique. Donc, on ne fait pas non plus du McKinsey très stratégique, très technico-économique. On est assez technique, mais quand même, c'est de la technique, pas pour la technique, c'est de la technique en plus d'une stratégie. On est à la fois dans une ville existante et une ville nouvelle. Ça, c'est aussi intéressant. C'est un sujet qui se fait en collectif, à la fois au sein du public, du privé, avec des investisseurs, des promoteurs, des aménageurs. Il y a toute une cascade, en fait. Quand je dis ça appartient à un monsieur, c'est qu'en fait, le monsieur, il ne développe pas tout seul. Il prend des contrats d'aménagement, puis eux-mêmes font des contrats de promotion, puis eux-mêmes font des contrats de sous-promotion, co-promotion, de construction. Pareil au niveau énergétique, on en a parlé, etc., etc. Donc, il y a énormément d'acteurs. La question, encore une fois, c'est comment fédérer ces acteurs. La notion de gouvernance, dont j'en ai parlé, je le répète, c'est très important. Notre outil 360 CityScan est intéressant pour comprendre avant d'agir, questionner, interviewer, rassembler. C'est un bel outil pour faire des workshops, parce que c'est visuel aussi, cette notion de radar, et ensuite on peut zoomer sur chacun des axes. Ce que je voulais aussi dire, c'est que le carbone, dont tout le monde parle, c'est que ça va bien au-delà de la notion énergétique. C'est pas vous que je vais apprendre ça, mais aujourd'hui, c'est un peu le nouveau buzzword. Hein. Il y a 10 ans, c'était Smart City. Aujourd'hui, on parle de carbone. On ne sait pas trop le définir. Et puis, on ne peut pas opposer carbone et énergie. Puis, on ne peut surtout pas dire l'énergie, c'est le carbone. Et quelque chose bas carbone, c'est quelque chose bas énergie ou énergie verte. L'implémentation n'est jamais facile. Walk the talk. Talk, c'est facile. Walk the talk, c'est plus difficile. Voilà. Et puis, je conclurai par ça, c'est la notion de confiance entre les parties. C'est aussi ce qui manque, je crois, personnellement, je l'assume de le dire en France. C'est à la fois de la confiance en soi, déjà. Ne pas toujours se plaindre, ne pas toujours critiquer. Il faut être positif. Encore une fois, les technologies existent. En France, on a que des gros cerveaux. Hein. On est parmi les meilleurs du monde aujourd'hui dans le métier de la ville, de l'aménagement, des infrastructures. Nos écoles d'ingénieurs sont très prestigieuses. Dans le monde entier, dans les comités de direction, il y a des gens de l'école des ponts, par exemple. Il faut le savoir, c'est vraiment vrai. Et voilà, tout ça, il faut aller de l'avant. Je conclurai là-dessus sur cette présentation de Springfield. Donc, en fait, avec nos équipes, l'année dernière, on s'est fait une petite réunion d'échange avec des collègues allemands, belges et français sur la notion de béton bas carbone, puisqu'on lisait, comme tout le monde dans la presse scientifique, que tout le monde parle de béton bas carbone. Et maintenant, on parle même de béton ultra bas carbone, de béton vert. Et moi, personnellement, ça m'a intéressé parce que je crois qu'encore une fois, il ne faut pas opposer les technologies. Il ne faut pas non plus être naïf. Construire tout en bois, ça ne résolvera aucun problème. Et puis, d'où vient le bois? Hein, Bruno en parlait. Est-ce qu'il y a vraiment une filière bois locale? En France, il n'y en a pas trop. La plupart du bois CLT qu'on utilise, il vient d'Autriche ou d'Allemagne. Hein. Bon, c'est pas la Chine, mais c'est quand même pas la France. Donc le bois, c'est bien, mais si seulement si, Pareil pour le béton, en fait. Et en général, on fait des structures mixtes, hybrides. On ne va pas faire que du bois, il ne faut pas faire que du béton, il faut faire les deux. Il ne faut pas oublier le métal. Mais le métal, il vient de hauts fourneaux qui ne sont pas toujours alimentés de manière très efficace en énergie. Pareil, en fait, pour les ciments qui composent le béton. Et c'est pour ça qu'on a rédigé un petit livre blanc sur béton bas carbone pour essayer de faire de la pédagogie. En fait, on ne dit pas ce qu'on pense, parce qu'on ne peut pas.
En tant qu'ingénieur conseil, on n'est pas payé pour dire ce qu'on pense, on est payé pour réfléchir, aider notre client à réfléchir, à prendre des décisions et à les implémenter. Mais voilà, on a déjà un petit papier sur le béton bas carbone en réfléchissant un petit peu à cette réflexion multi-technologique et que il faut pas opposer les matériaux, il faut essayer d'avoir le meilleur mix de matériaux comme on a le meilleur mix d'énergie. Et donc, à la fin, c'est une dimension un peu holistique, une vision systémique qu'il faut avoir. Donc, ça pourrait être l'objet d'une conférence que j'ai proposée à Bruno l'année prochaine, mais que je verrai plus sous forme d'un débat et d'une table ronde plutôt que d'un exposé, puisque l'exposé sur ces sujets-là, il pourrait le réduire à un discours très commercial d'un vendeur de matériaux ou d'un Vinci Bouygues ou d'une société d'ingénierie ou d'un maître d'ouvrage ou d'un architecte. Je crois que l'intérêt, ça sera de creuser les regards et à minima sur le béton, et puis peut-être sur d'autres matériaux. Voilà. Merci pour votre attention. Bravo. Merci à toi. Merci à toi. Là, tu as fait 2 heureux. Moi, parce que je parle toujours de l'hybridation, que ce soit des équipes, que ce soit des technologies, que ce soit de tout ce qu'on doit faire. Il n'y a pas de solution miracle. Il faut faire des solutions, y compris en construction ou en ce qui concerne, par exemple, le hors-site complètement bois, j'y crois pas vraiment. Mais tu as fait un 2e heureux. Évidemment, c'est Samir avec le béton bas carbone. Là, il est vraiment très heureux.